Bonjour chers amis, chers collègues. Donc, c'est vrai que vous connaissez peut-être cette salade traditionnelle russe avec du hareng sous le manteau de fourrure. Donc, c'est des couches en fait d'ingrédients différents. Ça sera un petit peu le schéma de notre présentation, c'est-à-dire que moi, je vais dire quelques mots sur la nécessité de nouvelles approches pour l'économie russe. Ensuite, Cornelius va parler des véhicules électriques, de certaines propositions pour le développement de ce secteur, cette industrie en Russie. Et ensuite, Vassili va conclure avec euh, les impacts potentiels de ces changements dans ce secteur. Donc, ici, nous parlons du potentiel d'augmentation de compétitivité de l'économie russe sur les marchés internationaux avec des nouvelles technologies. Donc, ici, sur cette slide, vous avez quelques items, on va dire, qui caractérisent la politique jusqu'à 2022. Donc, ce n'est pas des thèses qui proviennent de moi-même, c'est des thèses de mes collègues. Donc, tout d'abord, je parle du fait que il y a à peu près 1% du PIB qui est importé en termes de R&D. Là, on parle des équipements, de la machinerie. Et il y a un rapport sur l'année dernière donc, qui nous dit que nous sommes au 7e ou 8e place en termes de développement scientifique, mais en même temps, notre économie n'arrive pas à tirer les bénéfices, tous les bénéfices possibles de ce développement scientifique. Donc, moi, je dirais que nous finançons la science, mais pas tellement le développement technologique. Donc, nous dépensons beaucoup pour les travaux de scientifiques ou pour des activités courantes. Et il y a une partie de ces sciences qui donne beaucoup de résultats, surtout en matière de défense, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive pas à avoir les résultats escomptés. Et donc, ici, nous voyons les résultats des études de M. Boudanov et autres qui disent, d'après ce que j'en comprends, que nos corporations qui devraient et qui pourraient en tout cas être des centres de développement de technologie, ils ont une politique d'innovation et cela est évident sur l'industrie métallurgique surtout. Donc, ils ont une niche avec une marginalité assez élevée et ils n'ont pas envie d'investir dans les nouvelles technologies, de modifier les chaînes d'approvisionnement, donc de moderniser. Et en fait, ils arrivent à baisser même le niveau d'investissement. Donc, ils préfèrent garder ce qu'ils ont déjà, donc certains niveaux auxquels ils sont arrivés, mais ils ne sont pas un facteur de développement d'économie, en tout cas d'augmentation de la compétitivité. Et là, je vais citer mon collègue Sontsev, et il disait une phrase que je trouve assez bonne. Donc, en fait, on est à côté du puits, mais on n'arrive pas à boire, à étancher notre soif. Donc, en fait, nous avons de l'argent dans l'économie, donc en termes de M2 et autres. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au PIB et autres indices, mais en tout cas, nous savons qu'il y a un potentiel d'investissement, de développement de l'économie. On peut augmenter les prêts, les crédits, les parts de crédit par rapport au PIB, mais d'après ce que je comprends, avec mes connaissances limitées en économie, je comprends qu'on a de l'argent dans l'économie, mais
N- Nous n'investissons pas assez, en tout cas pas dans assez de secteurs en termes de R&D. Donc demain, nous aurons l'intervention de Monsieur Frolov. On va en reparler, je pense. Donc on va concrétiser peut-être un peu plus ce qu'il va évoquer demain. Et donc là, si on regarde les exemples de succès dans les technologies, donc c'est les technologies militaires, c'est Rosatom, c'est Yandex, c'est Novatech et Zvezda. Novatech, en fait, c'est un exemple intéressant, c'est-à-dire ils n'ont pas eu de soutien direct de l'État pour le R&D, mais ils ont investi, ils ont développé des usines de production de GNL. Donc ça, je pense que c'est un cas assez intéressant. Ensuite, il y a des cas intéressants dans le secteur de biens de consommation aussi. Donc il y a des exemples où il y a eu une décision d'investir dans ces approches. Et je pense que au niveau de notre politique générale technologique, ce n'est pas le cas. En fait, je parlais du troisième cas, des exemples d'absence de succès, on va dire. Nous essayons de nous intégrer dans les chaînes mondiales et peut-être que nous n'avons pas, c'est pas encore beaucoup de succès dans ce domaine, mais on essaye d'augmenter notre efficacité. Et quand les sociétés étrangères sont parties, donc il y a eu des propositions. Est-ce qu'on veut revenir aux technologies obsolètes comme les gigoulis d'il y a 30 ans? On va pas, si on n'a pas les compétences critiques dans la production, vous ne pouvez pas avancer. Donc, bien sûr, on ne peut pas localiser à 80% si on n'a pas les capacités nécessaires. Il y a un autre schéma qui est assez souvent utilisé et que j'aimerais critiquer également, c'est l'approche du ministère des Affaires et de l'Industrie, approche en termes de points. On évalue les secteurs différents de l'économie en points. Par exemple, il y a des vidéos où un écran produit en Russie, un écran d'ordinateur qui intègre une puce produite en Chine. Donc là, on arrive à un exemple où, comme par exemple chez nous, nous avons des budgets, nous sommes financés par le budget de l'État, donc nous devrions alors acheter ces écrans produits en Russie qui seront 2 fois plus chers, qui ne seront pas assez fiables et on ne sait pas quels sont les paramètres techniques. Donc, c'était la politique qui était menée auparavant. En même temps, on a un fonds d'État pour le soutien de développement technologique et nous en avons déjà parlé. Par exemple, aujourd'hui, quand les investissements sont nécessaires, ce fonds permet de couvrir des petites dépenses, des petites industries. Et ici, donc pour en terminer avec ma partie, en fait, ce que je considère, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle politique technologique en termes de développement, de production nationale. Ce que nous avons besoin d'avoir, c'est après, c'est une question à poser aux spécialistes dans les finances. Donc, il faut concentrer les ressources financières et les allouer là où il faut. Donc, nous savons par exemple qu'il y a eu 300 milliards de roubles dépensés pour le développement des éoliennes. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on aurait dû investir plus dans les technologies pour avoir notre technologie propre, des turbines, d'autres, pour l'industrie métallurgique, le plastique. Et on aurait pu alors avancer et en construire beaucoup plus.
Donc, en fait, nous avons des indices comparables avec l'Europe, mais on aurait pu en fait les produire pour moins cher, sans importer des équipements étrangers très coûteux. Mais on ne sait pas pourquoi on ne finance pas directement le R&D. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faudrait financer justement directement le R&D et des nouvelles approches en termes d'organisation. Donc, on peut émettre des hypothèses sur sur la manière de le faire. Donc, en tout cas, il faudrait repenser l'organisation des instituts de recherche et peut-être que les corporations pourraient implémenter une organisation efficace dans ce domaine. Donc là, on peut réfléchir sur la manière innovante, sur des manières innovantes de le faire. Et donc, un des axes qui pourrait être intéressant ici, c'est justement les véhicules électriques. Et là, je passe la parole à mon collègue. Euh, Merci beaucoup, chers collègues. Donc, je m'appelle Cornelius Rostovski, donc je vais continuer ce que mon collègue a commencé à vous raconter. Donc, là, nous voyons la situation actuelle sur le marché des véhicules électriques dans le monde. Donc là, nous parlons non pas des batteries qui existaient depuis longtemps, mais en fait, les batteries à lithium-ion, c'est assez récent comme technologie. Et on assiste aujourd'hui à un développement assez rapide dans ce domaine. Et la Russie a toutes les ressources nécessaires pour devenir un leader dans ce domaine. Donc, si on parle de l'électromobilisation dans le monde, vous voyez ici sur ce graphique les parts de vente des véhicules électriques. Donc, vous voyez que depuis 2019, on assiste à une poussée très considérable de ces ventes, même si ces dernières années, ça ralentit un petit peu. Et cette augmentation, bien sûr, a été soutenue par des subventions directes ou indirectes. Donc, directes quand on subventionne les achats de véhicules électriques directement, ou alors des aides telles que parking gratuit ou les routes gratuites pour les véhicules électriques. Donc maintenant, il y a de moins en moins de ces mesures de soutien parce que nous avons déjà un impact conséquent financier de ces mesures sur les pays. Et donc, il y a un petit peu moins de ces mesures de soutien. Donc, pour l'instant, on peut en tirer la conclusion qu'il n'y aura pas de rupture dans les technologies des batteries au court terme, en tout cas. Donc peut-être qu'il y aura un ralentissement de cette croissance, mais d'un autre côté, nous aurons des investissements conséquents jusqu'à 300 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Donc je pense que dans les années à venir, il y aura une croissance continue. Donc ensuite, quels sont les pronostics donc sur les automobiles traditionnels et sur les véhicules électriques? Donc vous avez plusieurs scénarios à chaque fois, donc scénario de base, scénario optimiste et scénario pessimiste. Donc le scénario de base est fondé sur les taux de croissance actuels, sur les pronostics. Donc, on essaie ici d'évaluer d'estimer comment ce marché peut évoluer dans les années à venir. Les scénarios optimistes prévoient que tout va très bien pour ce domaine des véhicules électriques. Et le scénario pessimiste prévoit une transition seulement partielle vers ces véhicules électriques. Et donc, si
Nous assistons à cette situation dans les ventes. Voilà les changements dans la flotte, on va dire, des automobiles dans le monde qu'on pourrait voir. Donc, il y aura en milliards de véhicules à essence, même dans tous les scénarios possibles. Donc, ils vont rester. Donc, le pétrole sera encore demandé et une ressource énergétique très intéressante, très importante dans les années à venir quand même, s'il n'y a pas de changement majeur, de rupture majeure. Donc là, on peut assister, bien sûr, euh, à un avènement de nouvelles technologies, mais je pense que d'ici à 2050, il y aura euh, au total 2 milliards d'automobiles dans le monde. Et donc là, je vais passer la parole à mon collègue qui va vous parler des prix des métaux, des nouveaux métaux qui seront nécessaires pour le développement de ces technologies. Donc, c'est important, bien sûr, de considérer les prix de ces ressources. Bonjour, chers collègues. Merci beaucoup pour cette invitation au séminaire franco-russe. Donc, cette slide vous montre la dynamique des prix sur les métaux non ferreux, donc qui sont notamment utilisés dans les batteries et les catalyseurs pour les automobiles. Donc, donc ça, c'est des prix spot en dollars. Et là, nous prenons donc pour 100% les prix de 2013. Donc, ce graphique nous illustre en fait les processus en cours. Donc, il y a des changements structurels dans l'économie mondiale et bien sûr, c'est lié à différents processus tels que la digitalisation, la transition écologique et autres. Et cela a une influence, un impact sur la demande en métaux. Et ce que nous voyons ici, c'est que pendant une courte période de 2 ans, les prix de cobalt, de nickel, de cuivre peuvent être extrêmement volatiles, donc de l'ordre de 1 à 5 fois. C'est lié au fait qu'il y a une croissance très rapide du nombre de véhicules électriques dans le monde et cela veut dire qu'il y a une forte demande en batterie et une forte demande dans ces métaux qui sont utilisés pour ces batteries. Donc, en fait, des fois, il y a un retard dans la production des batteries, ou en tout cas dans l'extraction de ces métaux, pour couvrir tous les besoins de l'industrie. Et c'est là qu'on assiste en développement de nouveaux types de batteries. Et après cela, parfois, il y a des chutes de prix justement liées à cela. Donc, bien sûr, il y a d'autres facteurs, y compris des facteurs politiques. Par exemple, au Congo ou dans d'autres pays qui peuvent avoir un impact aussi sur les prix. Là, sur cette slide, vous avez la structure des principaux types de batteries. Donc, il est lié bien sûr à la slide d'avant. Donc ici, vous voyez sur le graphique du haut les 4 principaux types de batteries. Donc, vous avez les batteries lithium, nickel, cobalt. Ensuite, ce qu'on appelle les LFP, c'est lithium, fer et phosphate. Et natrium, donc azote et ion. Et donc, si nous regardons les premiers types, ce sont les types les plus répandus sur le marché aujourd'hui. Et en même temps, nous voyons que les batteries du type LFP ne cessent de croître. Donc, en fait, c'est le cobalt qui est utilisé. Donc, ce cobalt n'est pas du tout utilisé dans les 2 types de batteries tout à droite.
Donc, cela veut dire que les prix du cobalt, à un moment donné, ont fortement augmenté. Et c'est pour cela aussi, notamment, que on a assisté à un développement de nouveaux types de batteries qui n'utilisent pas ce métal. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs aussi qui ont un impact ici. Ensuite, donc, les batteries du type LFP, ils sont beaucoup développés en Chine. Donc, la Chine mise beaucoup sur ce type de batteries. Ils sont plus économiques et cela permet de réduire les coûts des véhicules électriques d'une manière générale. Donc, par exemple, la société BYD chinoise est maintenant leader dans la production de batteries dans le monde. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin de l'année 2022, 60% de lithium et 30% de cobalt étaient consommés pour les véhicules électriques, justement. Et ce taux a augmenté de 3 à 5 fois depuis 2017, par exemple. Et maintenant, si l'on parle d'une manière générale des batteries pour d'autres types de produits, des smartphones, des trottinettes électriques et autres, on peut aussi voir ici, regarder ici les documents de survie géologique des États-Unis qui publient ces chiffres. Et nous voyons ici qu'il y a encore quelques années, en 2010, il y avait seulement 23% de lithium qui était consommé dans le secteur des batteries, alors qu'aujourd'hui, on arrive à 80%. Donc, ça a augmenté presque de 4 fois. Et donc, le lithium est beaucoup plus cher aujourd'hui. Et cela veut dire que dans la production de céramique et de verre, on l'utilise beaucoup moins qu'il y a encore 12 ans, parce que c'est beaucoup moins efficace en termes de coût. Donc, le lithium est beaucoup plus utilisé dans les batteries. Ensuite, sur cette slide, vous voyez la demande potentielle donc, dans ces métaux. Ce sont les estimations de l'IEA qui ont été donc élargies sur les années à venir par notre institut. Et donc là, en fait, on se base sur le scénario des prévisions de production de batteries. Et nous voyons ici que dans ce cas-là, d'ici à 2050, il y aura une demande phénoménale dans tous ces types de métaux. Donc, 8 fois plus qu'en 2020, en 2022, pardon. Ensuite, donc, sur la slide d'après, donc, en prenant en compte ce potentiel de demande, il faut regarder aussi ce qui se passe en Russie avec ces métaux. Donc, sur cette slide, vous voyez les données des stratégies donc, de développement de l'industrie en Russie, dont une date de 2014 et l'autre date de 2020. Vous voyez les références en bas de la slide. Et nous voyons ici que 90% d'exportation porte sur le nickel est exporté à 90%. Cela veut dire que de 2010 à 2030, on arrive à 20 000 tonnes. Donc, bon, ce n'est pas une part énorme. Si l'on regarde le marché global, c'est moins d'1%. Mais pour d'ici l'année 2030, on prévoit une consommation de 20%, une consommation nationale. Et on dit aussi que ce sont le secteur des batteries pour les véhicules électriques qui seront les acheteurs majeurs de ce nickel. Donc, par exemple, c'est justement le nickel qui est produit par la société Nornickel et qui pourra être utilisé dans cette production.
Donc, c'est pour justement pour développer ce marché intérieur. Et ensuite, ce que nous pouvons dire également, c'est que nous avons donc 20 000 tonnes de nickel et en même temps, nous n'en importons quasiment pas. Donc, il y a peut-être 1000 tonnes qui sont importées. Mais on peut ici aussi considérer les importations non directes, indirectes. Donc, le nickel qui est importé, qui rentre dans la composition de différents produits manufacturés. Et si l'on parle de tous les produits où il y a au moins 2% de nickel, et qu'on multiplie par le nombre de produits qui sont importés. Donc, par exemple, pour 2021, nous avons encore les statistiques ouvertes sur les douanes russes. Là, on arriverait à 45 000 tonnes, pardon. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup plus, en fait, qui est importé, mais d'une manière indirecte. Donc là, on arrive à une estimation de plus de 6 milliards de dollars en termes de prix de ces produits. Donc, on pourrait faire les mêmes estimations pour les autres types de métaux et justement démontrer ici la nécessité et l'intérêt de développer ce domaine en Russie. Donc, je repasse la parole à Cornelius. Merci. Donc, si l'on revient à cette augmentation de demande en lithium et en cobalt, donc là, on part du niveau de 2020 où la demande était déjà assez forte. Mais si on compare avec les données d'avant, on peut arriver à une augmentation de 20 fois. Donc, si on regarde cette slide, par exemple, on voit bien que pour l'instant, nous voyons le scénario de base se concrétiser et les demandes pour le palladium et d'autres métaux qui sont utilisés dans les catalyseurs pour les automobiles traditionnels, cette demande chute et on peut arriver jusqu'à 1000 et quelques. Donc, on parlait ici de Nornickel. Ils ne produisent pas uniquement le nickel, mais également le palladium et d'autres métaux. Donc là, il y a des risques potentiels liés à cette évolution du marché. Il y a également des possibilités et donc c'est pour cela que nous proposons cette idée de développer ce potentiel et d'étudier cette expérience et justement établir une stratégie qui pourrait nous donner la possibilité de profiter de cette situation. Donc, en fait, c'est une approche qui a été développée pour proposer une stratégie en 3 étapes qui prennent en compte toute la chaîne de valeur ajoutée à l'intérieur du pays même. Donc, la production de batteries, la production de batteries avec l'utilisation des matières premières russes. Et ensuite, donc, la localisation de toute la production, toute la chaîne. Et nous considérons que ça pourrait être un effet multiplicateur très bénéfique pour toute l'économie, pour les secteurs qui sont liés à ce domaine. Et je pense que ça aura une contribution beaucoup plus importante que la production de véhicules traditionnels. Et surtout, dans le contexte actuel, avec les sanctions, c'était une situation qui était très difficile. Et jusqu'à maintenant, on essaye de rétablir une situation un peu plus raisonnable. Nous proposons de diviser la stratégie en 3 étapes. La première jusqu'à l'année 2028, la deuxième jusqu'à l'année 2035 et la troisième jusqu'à la fin de l'année 35. Donc, pendant la première étape, ce sont des projets d'exploration, d'extraction de lithium. C'est quelque chose qui est déjà en cours avec les entreprises russes. Il y a également la proposition de créer
des chaires dans des établissements d'éducation supérieure où on étudie l'ingénierie pour développer des approches qui sont bien ancrées dans la base de ressources et dans les caractéristiques russes. Ensuite, bien sûr, lancer des usines pour produire des batteries et pour produire des véhicules électriques, 4 petites usines au début et 5 à 10 usines plus grandes par la suite pour produire 150 jusqu'à 300 000 de véhicules à l'année 2018. L'étape 2 est marquée par la production active de lithium pour pouvoir satisfaire presque complètement la demande antérieure et pouvoir déjà commencer à exporter la ressource première. C'est également la satisfaction de la demande nationale des batteries par ses propres batteries produites en Russie. Et à l'étape 3, on voit naître des nouveaux secteurs qui peuvent assurer ce potentiel. Donc, pour lithium, on pourrait avoir le revenu d'exportation autour de 10 milliards de dollars par an. Mais c'est bien sûr lié au mode d'exploitation d'extraction du lithium et également l'exportation des batteries est prévue à la 3e étape. Nous comprenons bien que le développement de ces secteurs en parallèle pourrait donner les résultats les plus bénéfiques pour l'économie. Nous avons également ce tableau qui est beaucoup plus détaillé. Il démontre ce que je viens de décrire avec les 3 étapes. Je vous laisse un peu parcourir ce tableau, mais j'ai dit l'essentiel. Voilà, sinon on est prêt de répondre à vos questions et on peut à tout moment revenir à des diables. Je vois aussi Dimitri et Hélène. Hélène qui lève sa main aussi. D'accord. Et moi aussi, j'ai une petite question que je vais poser à la fin. D'accord, si vous permettez, c'est moi qui va commencer. Alors, une question à nos intervenants. Vous avez proposé un très beau programme de développement de tout un secteur, mais je me pose la question, je pense assez justifiée, qui est-ce qui pourrait le faire? Qui est-ce qui pourrait mettre en place votre programme parce qu'il s'agit des investissements géants. L'économie de la Russie n'est plus une économie planifiée depuis beaucoup d'années et l'État n'est pas capable d'allouer de tels investissements nécessaires pour la réalisation de ce programme. Alors, qui est-ce qui pourrait prendre en charge ce programme et devenir un leader de ce projet? C'est ce dont on discute avec Cornelius. Selon moi, ce serait surtout des entreprises, donc des grandes corporations, pour donner les différents permis, les licences, etc. Et ce serait bien de voir non seulement des entreprises de l'industrie automobile, parce qu'on a aussi, par exemple, Roster avec son expertise, etc., mais ce serait bien de voir aussi d'autres entreprises comme Nornickel, par exemple, Rosatom, qui est plutôt centré sur la production de l'énergie. Donc, ils vont pouvoir mieux gérer cette demande en énergie. Donc, on a des entreprises de haute technologie telles que Yandex ou Sber. Donc, ces entreprises-là pourraient
participer à ce projet. Et peut-être il faut aussi engager les Chinois, donc créer une sorte de pool des acteurs des différentes sphères, nationaux et étrangers, donc des entreprises étrangères qui ont adopté des technologies russes, pas seulement les producteurs automobiles. Ça peut être des acteurs des secteurs divers. Oui, mais oui, d'accord. Donc on va voir plusieurs personnes qui s'occupent de la même chose, qui ne produisent pas de bons résultats. Qui est-ce qui va être responsable? C'est ça ma première question. Mais peut-être la seconde question est plus importante. Est-ce qu'on parle seulement des véhicules électriques, des voitures électriques? Parce que on a, par exemple, des tramways à batterie électrique qui marchent à Moscou. L'entreprise ferroviaire, la société ferroviaire de la Russie a des exemples, des expériences, des locomotives aussi à batterie électrique. On voit de plus en plus des trottinettes électriques à Moscou et des bicyclettes aussi électriques. Donc, je pense qu'il y a une grande diversité de batteries en termes de sa taille et sa capacité qui doivent être produites en Russie. Et en ce sens-là, les différentes entreprises pourraient se charger des différents secteurs du marché. Mais je pense qu'il faut un leader, un responsable. Qu'est-ce que cela pourrait être? Alors, je pense qu'on peut déjà voir l'expérience de la Chine. Il y a plus de 400 entreprises. Ils ont réduit les subsides et celui qui était le plus fort, l'entreprise qui était la plus forte, est venue à l'avant-garde du marché. Bien sûr, le marché chinois est plusieurs fois plus grand que le marché russe, mais c'est pourquoi on pense que la Russie doit cibler dès le début l'exportation, comme c'était le cas au Taïwan avec les pousses. Donc ici, c'est plutôt la question de considérer, de calculer, d'étudier ce secteur. C'est ce que Nornickel fait assez activement. C'est des locomotives les plus grands de croissance de leurs revenus. Donc, ce peuvent être non seulement des investissements directs, mais la création des meilleures conditions pour que les entreprises russes, chinoises ou d'autres pays entrent au marché russe. Et là, après, naturellement, on va déterminer un leader parmi eux. Merci. On va passer la parole à Hélène alors. Oui, alors il y a quand même un domaine qui me semble devoir attirer particulièrement l'attention quand il s'agit de faire des choix technologiques. A-t-on véritablement exploré les incertitudes du secteur et les choix stratégiques qui ont été faits, que ce soit en Occident ou en Chine? Il me semble qu'on a en Occident une communication biaisée parce que c'est une communication qui est politique sur le sujet des voitures électriques pour pousser la transition énergétique en fait au détriment d'une dépendance à l'énergie venant de Russie. Il me semble que adopter une technologie conforme au modèle occidental, qui peut être non efficace, est vraiment un grand danger. Alors, pourquoi je suis sensibilisée à la question aujourd'hui particulièrement? Je vais vous montrer, voilà, vous avez la nuit que j'ai passée, ça fait 2 jours que je suis en France. Je suis arrivée en retard ce matin parce que le bus a eu du retard parce qu'il y avait un feu de voiture dans une rue perpendiculaire. Et j'ai passé la nuit à 2 heures du matin dehors parce que la fenêtre où je dormais jouxtait la voiture qui avait pris feu.
Cette voiture, c'était une voiture très récente, le dernier modèle des Mercedes hybrides. Donc, si vous voulez, jusqu'à présent, je considérais que ces histoires un petit peu à effet médiatique étaient juste bon pour faire un buzz. Quand en un jour, 2 fois, je suis confrontée à la même chose, je me dis que statistiquement, il peut y avoir un problème. Donc, je vous conjure de bien considérer cet élément, ne pas vous fier aux communications qui, comme dans le domaine monétaire et financier, vous avez vu à quel point c'était biaisé en Europe, ne rentrez pas sans considérer les incertitudes du domaine, d'autant plus qu'il y a eu énormément de problèmes aussi avec les vagues de froid où les voitures électriques ont des limitations dramatiques. Donc la recherche n'est qu'à ses débuts. On ne peut pas penser commercialiser des batteries sur la technologie présente et surtout ignorer les alternatives qui pourraient être mises en place, en particulier de nouveaux types de moteurs et non pas uniquement les systèmes des batteries. Voilà. Comprenez mon émotion parce que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, Hélène, j'ai compris votre idée. Je suis d'accord, a priori. Comme professeur Evanter disait, je n'aime pas les nouvelles technologies parce qu'elles ne sont pas fiables au moment le plus important. Mais en même temps, on pourrait regarder la situation sous un autre angle parce que, à l'heure actuelle, les pays occidentaux ne veulent pas dépendre du pétrole et du gaz russe et du palladium russe également. Alors l'idée, c'est qu'ils vont dépendre alors du nickel des batteries russes au lieu d'être dépendants du pétrole et du gaz. Et mes collègues ajoutent qu'ils vont dépendre en même temps aussi des batteries chinoises. Ce n'est pas la pire situation, je pense, qui pourrait pousser les pays occidentaux vers une sorte de compromis avec la Russie. Et je voudrais juste ajouter brièvement, cette entreprise chinoise BYD a fait un crash test du véhicule qu'elle produise avec l'idée de vraiment endommager le plus possible une voiture. C'est toujours la question du progrès technologique. On a des batteries qui ne prennent pas feu. On va avoir bientôt les batteries portables, portatives, qui vont elles aussi être plus sûres, plus sécurisées. D'accord. Moi, Oleg, est-ce que je peux? Je vais essayer de formuler mes questions. La première question, si on s'appuie sur les images que vous avez partagées, on voit que les accumulateurs eux-mêmes se développent rapidement. Je ne m'y connais pas trop, mais je sais que les 20 dernières années, la batterie de mon téléphone a beaucoup changé, donc il y a toujours des évolutions et on voit même sur l'image que les métaux utilisés changent brutalement. Après, vous faites une extrapolation pour l'année 2050. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y aura pas d'autres changements significatifs dans les types des batteries d'accumulateurs? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, vous disiez que le développement se base sur les propres technologies de l'entreprise. À quel point ces technologies sont-elles prêtes? Parce que là, vous disiez aussi qu'il faut créer des instituts, des établissements d'éducation. À quel point ces technologies sont finalisées, sont disponibles? Et troisième question quand même,
qui porte sur le... Vous avez dit à un moment donné que il faut cibler les exportations, s'orienter vers les exportations. Et moi aussi, je suis d'accord que la demande intérieure ne serait pas suffisante pour rendre cette production, ces entreprises efficaces. Alors, avec qui et comment est-ce qu'on pourrait entrer en compétition, en concurrence sur les marchés internationaux? Si je comprends bien, avec la situation avec des voitures traditionnelles, alors là, la Chine ne cherche pas à localiser leur production automobile en Russie. C'est plus facile pour eux et plus intéressant aussi de vendre des voitures déjà finies, donc le produit fini. Donc, comment est-ce que la tentative russe de sortir au marché, de s'introduire au marché chinois, indien et d'autres, comment cette tentative serait-elle perçue? Voilà mes 3 questions inspirées par votre intervention. Mais sinon, c'est un sujet absolument passionnant. Merci beaucoup, Oleg. Je réponds à votre première question. Et oui, actuellement, on a une structure actuelle. 80% des batteries ont une haute teneur en lithium, cobalt et lithium. Bien sûr, cette structure peut changer parce qu'il y a encore des places vides dans le tableau de Mendeleev, mais je ne pense pas qu'on va trouver d'autres métaux comparables à lithium en ce qui concerne la production d'énergie. Donc, ma prévision, c'est plutôt pour l'année 2050 si la structure actuelle est préservée. Bien sûr, ça peut changer, mais ça ne va pas produire un changement, un écart complètement différent, mais ça donne des bonnes perspectives pour le développement futur. Et moi, je vais répondre à la deuxième et troisième question en ce qui concerne la création des établissements d'éducation supérieure. Donc, on peut commencer déjà aux dernières années de l'école. C'est un nouveau sujet qui intéresse beaucoup les jeunes et l'idée, c'est de leur donner l'expérience de développement. Beaucoup de projets qui prendraient en compte les caractéristiques locales, telles que le long hiver, les températures, les matériaux disponibles. Donc, nous produisons beaucoup de matières premières telles que le lithium. Donc, il faut apprendre à l'extraire ici en Russie, avoir aussi la possibilité de l'importer d'autres pays et sur la base des différents projets en concurrence, on pourrait faire un produit, des batteries qui auraient une capacité de concurrence avec d'autres producteurs. Telle est l'idée derrière la création de ces écoles ou instituts dédiés à l'ingénierie. Donc, vous voulez dire que là, pour l'instant, on n'a pas de technologies qui pourraient concurrencer les technologies existantes, mais on pourra les créer. Oui, on a des bons instituts et ce secteur d'éducation est très bon, mais il faut juste développer ces programmes, les financer, même au sein des grandes entreprises. On a dit qu'ils peuvent être des acteurs. Je sais que le SBER, par exemple, ils ont un laboratoire où ils développent des véhicules électriques. Alors, la réponse à la troisième question, c'est que le rendement sur l'investissement des nouveaux développements elle est possible avec des volumes plus petits en ce qui concerne les véhicules électriques. C'est à partir d'une centaine de mille de véhicules produits qu'on puisse avoir le retour sur l'investissement.
Donc, cela permet d'avoir un cycle complet et il est utile également de s'orienter vers l'exportation parce que c'est un produit très, très demandé. Mais bien sûr, il ne faudra pas aller en Chine ni en Europe, mais dans d'autres pays encore. Alors, les pays tiers, je ne sais pas s'ils seront intéressés, mais en plus, il y a une autre question. Là, maintenant, le marché de ces pays tiers a une capacité d'accueillir le produit russe, mais d'ici quelques ans, ça va changer. En tout cas, si on se lance assez rapidement, on aura assez de place sur le marché pour tout le monde parce que le marché s'agrandit plus vite qu'on ne produit des voitures électriques. Et si on a eu une question sur la capacité de concurrence, c'est un marché qui va s'agrandir encore et même s'il propose des technologies avec une plus grande capacité de concurrence, c'est un marché qui va être en développement. Il faut se lancer le plus tôt possible. Donc, on aura des références. On peut voir que on a des technologies, mais ce sera plus cher de produire selon ces technologies que acheter ailleurs. Merci. Est-ce que je peux? Vous avez une question? Oui, bien sûr. Allez-y. J'ai une petite remarque plutôt. On va passer des questions techniques aux questions plus systémiques. Donc, normalement, on dit que l'économie qui consomme plus d'énergie, plus de matières premières, c'est l'économie qui est plus parfaite. Historiquement, c'était ainsi. Je ne dirais pas que le niveau de consommation des métaux, d'énergie par personne est vraiment un des indicateurs les plus importants pour évaluer les processus, mais nos collègues ont décrit un processus. Alors, ici, par exemple, est-ce que l'Europe va pouvoir faire accroître sa production d'énergie pour avoir 8 fois plus d'énergie pour faire tout le monde passer aux véhicules électriques? Donc, à l'heure actuelle, l'Europe, en termes de consommation de métaux, est derrière même les pays du Moyen-Orient. Et donc, on a cette question naturellement, quelles sont les perspectives de l'Europe, parce que mes collègues ont démontré que même en Russie, la nouvelle étape d'électrification est sous-estimée. Même les matières premières des différents secteurs sont produites sans prendre en compte ces nouveaux processus. Et ce qu'on observe en Indonésie, en Chine, on voit ces pays devenir des leaders et la Russie et l'Europe deviennent des outsiders des processus économiques globaux. C'est quelque chose qui est très important, que cette croissance de 8 fois, mais nous et les pays européens ne sont pas partis à cette grande croissance.